Bienvenue dans les décideurs de la finance. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Lenders. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau directeur général d'HDF, une maison qu'on connaît bien. On fait des points réguliers avec votre maison. Après un parcours chez JP Morgan, Murex, Odo et Lafayette, eh bien, donc, vous prenez la direction générale d'HDF. Un mot sur votre arrivée. Comment ça s'est fait ? Oui, bah, écoutez, je suis en fait dans la maison depuis 3 mois en tant que consultant. Christine de Fretay m'avait demandé de les aider à réfléchir aux orientations stratégiques. Et puis, de fil en aiguille, sans qu'il y ait eu d'agenda précis au départ. C'est passé de la stratégie à l'opérationnel. Voilà, exactement. Alors, on va voir avec vous deux parties dans cette émission. La première partie sur l'évolution de ce métier de fonds et de votre quotidien. Et puis après, votre analyse du marché plus global, parce que vous êtes en contact avec justement beaucoup d'acteurs privilégiés. Déjà, vous me dites que le métier a changé. Il y a eu un coup de tonnerre qui n'a échappé à personne. C'est la faillite de Lehman, septembre 2008. Et ça a tout changé dans votre industrie. Effectivement, parce qu'on peut dire que jusqu'à 2008, l'alternatif était devenu d'une certaine manière victime de son succès, c'est-à-dire que trop de gens avaient fini par y aller uniquement sur la base de l'observation des performances et sans soulever le capot, avec tous les excès qui ont donc été mis en lumière en 2008. Une bulle. C'est une bulle. Donc, comme toutes les bulles, quand elle explose, ça fait très mal d'une part à cette industrie, mais c'est aussi l'occasion de beaucoup mieux comprendre quels sont vraiment les facteurs clés de succès. Et se poser les bonnes questions, c'est-à-dire d'ouvrir ces boîtes noires pour voir vraiment ce qu'elles ont dans le ventre. Voilà, exactement. Et également pour les acteurs comme HDF, qui sont d'une certaine manière des intermédiaires, des passerelles entre les investisseurs et ce monde de la gestion alternative, des gens qui sont les gens les plus malins de la Terre, qui savent bien analyser les situations et où il s'agit surtout de bien comprendre où est le talent. Pour ces intermédiaires, c'est l'occasion aussi de revenir sur quels sont les fondamentaux dans leurs avantages compétitifs et quelles sont leurs compétences. Mais est-ce que ces intermédiaires jouent le jeu finalement de cette transparence qui est demandée maintenant par les investisseurs, parce qu'une partie finalement de leur succès venait aussi un peu de ce côté un peu mystérieux. C'était les arrière-cuisines, on ne savait pas comment était préparée la soupe, mais elle était bonne. Exactement. Et cette soupe, on avait l'impression qu'il n'y en aurait pas assez pour tout le monde, donc ceux qui avaient l'accès finalement avaient tous les droits. Or, c'est ça qui a vraiment changé en 2008. Il n'est plus question pour un gestionnaire de fonds de faire valoir l'accès unique qu'il peut réserver pour ses clients à certains gestionnaires particulièrement recherchés. La logique s'est vraiment renversée et c'est un marché d'acheteurs. Donc, dans ce marché d'acheteurs, vous avez les institutionnels qui ont bien compris qu'ils seront beaucoup moins exposés, ils comprendront beaucoup mieux comment utiliser ces produits si effectivement ils se les font présenter par des intermédiaires qui savent ouvrir les capots et leur expliquer quels sont les risques à l'intérieur. Et c'est là où vous intervenez. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent chez les investisseurs? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en général? Alors, ils comprennent bien qu'on a toute une série de compétences et que ce qu'ils souhaitent, c'est de pouvoir choisir à l'intérieur de ces différentes compétences ce qui les intéresse. Alors, la première compétence évidente, c'est la compétence dans la sélection des gérants. C'est une question de travail quantitatif, de voyage, de rencontres. C'est aussi une question d'expérience. Ça met des années avant de bien bâtir cette capacité à détecter rapidement dans un univers qui est excessivement large les quelques opportunités qui sont vraiment intéressantes. Et là, c'est le track record qui fait Le track record démontre quand on l'a qu'effectivement ce savoir-faire peut produire de très bons résultats. Mais et c'est la force d'HDF d'avoir le track record. Ça ne suffit pas dans la mesure où certains investisseurs pourront tout à fait être impressionnés par des track records, mais diront « mais c'est le track record d'un produit qui n'est pas le produit que je cherche ». Pourquoi? Parce que dans ce produit, vous avez effectivement la sélection, vous m'avez démontré que vous savez sélectionner, mais je pourrais souhaiter des manières de construire le portefeuille ou des manières d'y injecter certaines convictions. Certaines convictions pourraient être les vôtres, et je suis prêt à vous faire confiance sur vos convictions, mais j'ai moi-même d'autres convictions où j'ai par ailleurs dans mon bilan certains risques ou certaines contraintes dont je souhaite tenir compte quand je fais une allocation chez vous. Ce que j'entends, c'est que vous allez vers le sur-mesure au lieu d'avoir des produits un peu standards. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout en continuant ce qui fait la force, la démonstration de force du savoir-faire d'HDF, qui est le maintien de ces produits avec un track record, donc dans les fonds ouverts, qui sont d'ailleurs des produits par ailleurs qui auront toujours leur classe d'acheteurs, en particulier les particuliers. On souhaite, si vous voulez,
canaliser ou offrir une distribution selon des modes différents de ces différents savoir-faire à travers des produits sur mesure. Donc, il y a une évolution aussi du business model, j'imagine. Est-ce que ça se commercialise de la même façon ou est-ce que ça reste la même chose? C'est une évolution à la marge. Disons qu'on a intégré dans les équipes des personnes qui ont une expérience de fonds dédiés, également qui ont une expérience plus internationale. Mais sur le fond du métier, encore une fois, la compétence essentielle, primordiale, c'est l'analyse, la recherche, le screening. Et là-dessus, il n'y a rien à changer. Alors, je le disais, hein, ça vous donne un accès aux gens, aux investisseurs les plus avertis, hein, finalement, et sur la planète entière. Combien de contacts, d'ailleurs, au sein de... Ça se chiffre à pas loin de 1000 par an, oui. Donc, ça vous donne une source d'information extraordinaire, poste d'observation privilégiée. C'est le plus beau métier du monde, de ce point de vue-là. Donc, justement, ça m'intéresse d'avoir votre sentiment sur le marché actuellement. On va faire un petit tour de la planète parce qu'on voit bien que maintenant, il y a 3 piliers, hein, clairement, Amérique, Asie, et puis au milieu de nous, la zone euro, enfin l'Europe. Vous me dites qu'il faut distinguer entre créanciers et débiteurs. Hein. C'est vraiment cette polarité qui compte. Hein. Bien sûr, puisque ce qui marque maintenant les esprits depuis 2008, c'est l'observation qu'il y a des déséquilibres absolument gigantesques qui se sont construits entre débiteurs et créanciers. Les débiteurs étant d'ailleurs maintenant pratiquement essentiellement des gouvernements, dans les pays qu'on appelle encore les pays développés, comme si les autres l'étaient moins. Ouais. Et effectivement, alors si on part des États-Unis, qui sont le plus gros pays débiteur, au sein du bloc dollar, c'est eux qui mènent la danse. Et je pense que le point essentiel à bien comprendre à propos des États-Unis, c'est qu'il y a un pacte clair entre les banques, le gouvernement et la société d'une certaine manière pour s'assurer que l'immobilier ne repart pas à la baisse. Pourquoi? Parce que l'immobilier est la clé. Si l'immobilier rebaisse aux États-Unis, vous avez un désastre absolu, économique et aussi politique. Parce que ça veut dire que l'État est appelé. L'État est appelé en garantie. L'État a fait des promesses. Alors, quand les États peuvent dire à leurs contribuables, écoutez, vous inquiétez pas, tout l'argent qui a été mis nous revient avec en plus des gains ou des intérêts, bon, c'est un discours plus positif, même si au final, la valeur réelle n'a pas été forcément conservée. Comment est-ce qu'on fait pour que l'immobilier ne s'enfonce pas plus aux États-Unis? Eh bien, il suffit d'imprimer. Il suffit d'imprimer du papier. Et c'est là la grande force des États-Unis, c'est d'être finalement le pays dont la devise est la devise de réserve internationale. Et donc, ils peuvent faire, d'une certaine manière, levier sur le reste du monde. Oui, parce qu'en imprimant, ça démonétise la dette de leurs créanciers aussi. Voilà, la contre-indication forte à cette politique, tout le monde la connaît, c'est le risque inflationniste. Or, tout le monde voit bien qu'à imprimer beaucoup de dollars, le risque inflationniste apparaît d'abord dans les pays émergents, en particulier en Chine. Or, l'inflation est pour le gouvernement chinois le pire des cauchemars, puisque l'inflation, ça se traduit en instabilité sociale, et donc, d'une certaine manière, c'est une mise en cause. Et c'est comme ça qu'ils tiennent la Chine, en fait. Et donc, d'une manière, voilà, exactement, c'est comme ça qu'ils tiennent la Chine. Et donc, on comprend mieux pourquoi la Chine cherche à promouvoir l'idée d'une modification dans ce système monétaire mondial, en ayant autre chose que le dollar comme devise de réserve. Mais pour le moment, ils sont piégés. Ouais, pour l'instant, on sent en effet une volonté, on le voit au sein du G20 notamment, émerger, et une prise de position des Chinois qui étaient plutôt contents avant de vivre dans l'ombre du dollar. Ils sont très mercantilistes parce que c'est comme ça que leur société tient et que leur régime politique tient. Alors ça nous amène à l'euro parce que finalement c'est ce qu'on perçoit un peu sur le marché, hein, ce rebond de l'euro. On a peur des dettes souveraines globalement, mais on voit bien que la fragilité essentielle est au niveau du dollar et en fait que le dollar se cache derrière les dettes souveraines. L'euro rebondit, donc ça veut dire que les marchés comprennent aussi cette fragilité du dollar intrinsèque et que finalement la dette souveraine européenne n'est pas tant un problème que ça? Je crois que les marchés comprennent très bien effectivement la fragilité des devises en général. C'est pour ça qu'on parle de debasement. Alors vous avez le debasement, c'est tout d'un coup finalement les billets ne sont plus que des billets de Monopoly. Éventuellement l'inflation, si c'est un mécanisme qui commence à s'auto-entretenir. Mais au moins du debasement, ça tout le marché en a conscience. Il n'y a qu'à regarder l'évolution du prix de l'or pour bien le comprendre. Alors effectivement, pour ce qui est de la zone euro, il y a quand même une différence forte avec le bloc dollar, puisque là, le pays qui a en quelque sorte, qui est maître du jeu, c'est l'Allemagne. Or, l'Allemagne est plutôt un pays créancier, un pays très orthodoxe, qui ne considère absolument pas que la bonne solution au problème de déséquilibre entre débiteurs et créanciers est l'annulation de la dette par l'inflation. Donc elle a intérêt à avoir une monnaie forte. Hein. C'était le Deutsche Mark avant et maintenant c'est l'euro. Alors, je ne suis pas si sûr. C'est-à-dire que ce qu'on comprend bien, c'est que l'Allemagne en tant que telle a effectivement une économie qui lui permet d'avoir une devise forte, qui tire même des effets vertueux d'avoir une devise forte. Cela dit, l'Allemagne considère aussi l'ensemble de la zone euro. Et elle sait très bien que si l'euro s'apprécie trop fortement, peut-être qu'elle continuera à prospérer, mais le sud de l'Europe, lui, et peut-être pas aussi la France,
va se retrouver dans une situation excessivement compliquée, ce qui augmente les risques. Et ce qui lui coûtera cher à elle aussi. Ce qui lui coûtera cher à elle aussi. Et alors, ce qui est assez amusant, si vous regardez les dernières 2 années, chaque fois que l'euro s'apprécie un peu trop fortement et qu'on commence à imaginer que finalement, beaucoup de banques centrales mondiales ou de fonds souverains vont finalement acheter cette bulle-là, l'euro, et en faire la variable d'ajustement dans cette guerre des devises. Ouais. L'Allemagne met le haut là, mais d'une manière très astucieuse. Ils pointent du doigt les problèmes de dette souveraine, eux-mêmes. Et ça fait retomber l'euro. Et ça crée un range. Ouais. À 1,50, ils parlent des problèmes, et à 1,20, 1,30, ils sont conciliants. Donc c'est plutôt pas mal, ça résout les problèmes de M. Trichet, quelque part. Voilà, l'Allemagne fait le travail. Elle fait le travail. Où est-ce qu'on va dans tout ça, vos convictions? Donc c'est que finalement... Donc sur le marché américain, finalement, on a ce put qui était le put Greenspan, qui est maintenant le put Bernanke. Qui empêche le marché de s'effondrer. Voilà, il y a une disparition, si vous voulez. Après 2008, on a eu un choc épouvantable, puisque tout d'un coup, surprise énorme, une dette senior bancaire a valu 5 centimes, alors que dans la théorie économique jusque-là, on n'aurait jamais imaginé une perte de plus de 30 centimes. Ce qui a obligé pendant 2 ans, enfin jusqu'à présent, tous les risk managers, comme on dit, à considérer des scénarios extrêmes. Or, ce qu'on voit bien depuis 2 ans, c'est qu'on exagère. Enfin, les risques à la baisse ne peuvent pas être aussi grands puisque la politique américaine va viser systématiquement à les minimiser. Cela dit, l'upside n'est pas non plus énorme. Il y a à un moment donné pour les États une obligation de commencer à confisquer les profits excessifs. Ouais, donc, on est dans un range. On est dans un range. Je pense que ça donne des opportunités très bonne sur les marchés actions, mais en valeur relative. Donc la partie equity long short, qui est une des composantes essentielles dans les produits d'HDF, devrait très bien faire, et notamment aux États-Unis où il continuera à y avoir une assez forte visibilité. Par contre, sur les marchés émergents, je serais beaucoup plus prudent. Ah oui, oui, puisque là, c'est la ruée vers les émergents actuellement. C'était justement, ça a été la ruée vers les émergents. Donc ça veut dire que beaucoup d'argent a été s'investir là-bas, finalement sur des valorisations déjà assez chères, c'est-à-dire qui prévoient une continuation des mécanismes positifs de croissance. Or, il faut comprendre que effectivement, les sociétés là-bas ont des perspectives de croissance fantastiques, mais elles sont dans une phase d'acquisition de parts de marché. Donc elles sont prêtes à faire de gros sacrifices sur leurs marges, d'autant plus que les ressources naturelles sont quand même une composante qui, si on est dans ce scénario relativement positif, où on continue à imprimer de la dette et ne pas vouloir résoudre le problème par la récession à l'allemande, eh bien ça veut dire que la contrainte naturelle sur le système, c'est les ressources naturelles, c'est les mères nature, si vous voulez. C'est très clair. Merci pour toutes ces explications, Thierry Landers, et puis bon vent pour ces nouvelles responsabilités qui sont les vôtres. Merci à vous. À bientôt.